Bonjour, vous êtes les bienvenus à ce cours sur les transformations de Fourier. C'est un cours qui entre dans le cadre d'une formation à distance. Donc, la transformation de Fourier est un modèle mathématique très important qui permet d'établir une certaine dualité entre une représentation temporelle et une représentation fréquentielle d'un signal. Bon, alors, nous avons vu dans le premier chapitre, c'est que la représentation temporelle d'un signal peut être suffisante dans toutes les situations où la forme du signal est simple. Bon, si ce n'est pas le cas, cette représentation s'avère très insuffisante et son utilisation est susceptible de susciter une perte d'information véhiculée par ce signal. Donc, dans ces conditions-là, ou dans de telles situations, une autre représentation, dite représentation fréquentielle du signal, s'avère très utile. Donc, notons que les transformations de Fourier, on peut distinguer deux principaux types de signaux. Donc, à savoir les signaux périodiques et les signaux apériodiques. Donc, pour les signaux périodiques exprimés dans les domaines temporels, pour passer au domaine fréquentiel, on va développer tout d'abord ce signal en série de Fourier et par la suite, on peut lui appliquer facilement on peut facilement calculer son spectre. Pour les signaux apériodiques, c'est là où on va appliquer directement la transformée de Fourier pour passer du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. Donc, commençons par le premier cas. Donc, l'analyse de Fourier, ça consiste à décomposer un signal en fréquences. Donc, ce signal, il peut être un son, une image ou une mesure physique donnée par un capteur. Donc, cette décomposition ou bien cette série de Fourier consiste à décomposer ce signal-là, à condition qu'il soit périodique, en une somme de sinus et cosinus d'une certaine période égale à la période du signal de base. Donc, les séries de Fourier se rencontrent dans plusieurs domaines scientifiques, en mathématiques, en informatique, en physique, en biologie, en médecine. Et là, on a beaucoup d'exemples, que ce soit en électricité, que ce soit en traitement d'image, que ce soit dans le domaine médical, par l'utilisation de l'IRM, que ce soit en diffraction ou en mécanique quantique ou bien cosmologie. Maintenant, passons au deuxième outil, c'est la transformée de Fourier, qui est un outil qui permet la compréhension et la mise en œuvre de nombreuses techniques numériques de traitement de signaux et des images. Et également, c'est un outil qu'on le trouve dans plusieurs applications, reconnaissance focale, l'amélioration des qualités des images, la transmission numérique, milieu biomédical, en astronomie, également en mécanique, lorsqu'on veut identifier les défauts dans les pièces mécaniques, grâce aux représentations temps-fréquence, également dans le domaine de la géophysique et également dans les méthodes de spectrométrie, quelle que soit sa nature. Avant de commencer le cours, il y a quelques notions très importantes. Je commence par la notion de fréquence. Donc, une fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une certaine durée déterminée. C'est donc l'inverse de la période. La fréquence, elle est mesurée en Hertz ou bien en secondes moins 1. Bon, dans une image, on parle des surfaces ou bien des basses fréquences. Pour les hautes fréquences, ça correspond au contour. Passons maintenant à une onde lumineuse. C'est dans le spectre de fréquence, vous avez une partie réservée pour, on va dire, les ondes lumineuses. Et dans cette partie-là, vous avez pratiquement 7 couleurs. Et qui dit couleur dit une longueur d'onde. Et qui dit longueur d'onde dit une fréquence. La relation qui relie la longueur d'onde et la fréquence est une relation qui est connue. Lambda, c'est C sur F. Maintenant,
passons à la transformation de signaux périodiques. Bon, sous certaines conditions de dérivation et de continuité, tout signal S de t périodique de période t0, on peut l'écrire sous la forme d'une somme de signaux sinusoïdaux, c'est-à-dire comme une somme de cosinus et de sinus dans le temps. Cette somme peut être écrite de deux manières différentes, soit sous forme trigonométrique réelle, soit sous forme exponentielle complexe. Commençons par la notation réelle. Donc, sous les mêmes conditions que j'ai précisées précédemment, on peut écrire notre signal comme étant la combinaison d'un terme A0 sur 2 qui n'évolue pas dans le temps, c'est un terme constant, continu, plus une certaine sommation des termes AN cosinus de pi n f0 de t et les Bn sinus de pi n f0 de t. Comme on peut exprimer ce signal S de t en fonction de la période. Donc, le signal S de t, comme j'ai dit, il s'exprime comme la somme d'un terme constant A0 et d'un nombre infini de termes sinusoïdaux, on les appelle les harmoniques. Donc, AN se calcule facilement par cette relation. Bn également, on peut les calculer, ce sont des quantités qu'on peut les calculer. Également, A0 se calcule directement de AN. A0, on l'appelle aussi la valeur moyenne du signal S de t, et F0, la fréquence fondamentale. Donc, dans un signal représenté en notation réelle, vous avez une seule fréquence fondamentale, c'est lorsque n tend vers 1. Par contre, lorsque n supérieur ou égal à 2, on a d'autres fréquences, mais on les appelle dorénavant des fréquences harmoniques de rang n. Donc, je représente ici un signal bleu, donc c'est le signal périodique, et le signal, on va dire rouge, c'est un signal sinus ou bien cosinus, c'est-à-dire un seul signal sinusoïdal, il est insuffisant pour reconstruire notre signal périodique. Mais au fur et à mesure que j'augmente le nombre de termes sinus ou de termes de cosinus, on peut se rapprocher du signal initial périodique. Maintenant, passons à la représentation graphique. Donc, la représentation graphique de signal dans le domaine fréquentiel, on trouve en ordonnée les amplitudes de chaque sinusoïde de la série et en abscisse, on va trouver les fréquences. Donc, si on veut tracer le spectre d'un signal, on va voir que cosinus ou sinus dans le domaine temporel vont se traduire par des impulsions de Dirac dans le domaine fréquentiel. Donc, on aura l'occasion de voir ça dans un exercice. Donc, notons bien que cette sommation que vous voyez dans la notation réelle, on peut la simplifier, on peut trouver facilement cette nouvelle relation avec les AN, c'est la racine des termes A carré N, B carré N, et tangente phi N, c'est Bn sur AN. Donc, si je prends un exemple, voilà, j'ai un signal, il est déjà décomposé en une série de Fourier. Vous avez un premier terme A0 sur 2, et vous avez des termes A1, A2, A4, A5. Donc, si je veux représenter le spectre de ce signal, c'est-à-dire le S de F, première chose, je dois préciser l'ordre de grandeur de termes A0, A1, A2, A4, A5. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et on va voir que le spectre de fréquence sera représenté que par des impulsions de Dirac. Et ces impulsions de Dirac, ils sont représentés à des fréquences particulières. Ici, c'est la fréquence nulle, ça correspond au terme continu. Ici, la première fréquence fondamentale, et les autres, ce sont des fréquences harmoniques. Donc, comme j'ai dit, c'est un spectre, et tout ce que j'ai tracé avec des lignes verticales représente des pics de Dirac de taille AN. Donc, en notation complexe, on peut simplifier la formule précédente en utilisant les formules d'Euler.
en remplaçant le cosinus et les sinus par leur forme exponentielle, et en combinant ces cosinus et sinus dans la forme initiale, on peut se ramener à un signal exprimé comme une combinaison des termes Cn. Avec Cn, il est donné par l'expression suivante. Donc c'est facile de retrouver ce résultat. Il suffit juste de remplacer dans dans la forme réelle, cosinus, sinus par leur forme, et c'est facile de retrouver ça. Néanmoins ici, on n'a plus un signal qui varie, on n'a plus le L qui varie de 1 ou bien de 0 jusqu'à l'infini, mais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est la raison pour laquelle on va dire que le Cl, qui va représenter le spectre du signal, on va l'appeler du spectre qui est bilatéral. En représentation graphique, donc le spectre de fréquence Cn est d'une manière générale une grandeur complexe. On peut ainsi représenter son module et son argument. C'est-à-dire, on peut, si on veut dresser le spectre, ou bien tracer graphiquement le spectre dans le cas complexe, en ordonnée, on va trouver soit le module, soit la phase, et en abscisse toujours les fréquences. On se contente uniquement du module vu qu'il contient suffisamment d'informations. Donc ici, vous voyez bien que j'ai toujours le même, c'est-à-dire j'ai plusieurs fréquences. Cette fois-ci, j'ai des fréquences qui sont négatives et des fréquences qui sont positives, au moins théoriquement. Et dans chaque fréquence, j'ai des impulsions de Dirac, mais dans le poids ou dans la taille, elle est différente selon la valeur de C0 et de C1 et de Cn. Maintenant, quelques simplifications. Dans le cas où le signal est pair, on va montrer que les coefficients Bn sont nuls. Donc pour cela, on définit un signal SS, défini dans un domaine de définition. Dire qu'un signal est pair, ça veut dire qu'il vérifie que S de moins de t égale à S de t. Écrivons S de moins de t par la forme suivante. Or, le cosinus est pair. Donc, cos de moins t, c'est cos de t. Sinus de moins t, c'est moins sinus de t. Et je vais l'égaliser avec notre signal S de t. Et le résultat, c'est que les coefficients A0 seront simplifiés, les coefficients A1 seront simplifiés, et on va se retrouver avec cette sommation égale à 0. Le résultat, c'est que tous les coefficients Bn sont nuls, et comme ça, le signal il est résumé à des termes AN uniquement. Dans le second cas, dans le cas où le signal il est impair, et qui satisfait cette relation S de moins t égale à moins S de t, on va trouver que quel que soit le L, tous les coefficients A1 sont nuls. Donc, écrivons maintenant le moins S de moins t avec cette relation-là. Toujours le cosinus il est pair, le sinus il est impair, ça va nous donner cette relation-là. On va l'égaliser avec notre signal S de t, et le résultat, c'est que tous les coefficients A1, B1 seront simplifiés, et on va se retrouver avec une combinaison avec les AN, c'est-à-dire que tous les AN seront nuls, et finalement, le signal sera simplifié avec cette forme suivante. Passons maintenant à la première transformation des signaux, ou bien à la transformation des signaux apériodiques, c'est-à-dire lorsqu'on est en présence des signaux qui ne sont pas périodiques. Bon, tout d'abord, il faut dire qu'un signal non périodique, on peut le considérer comme un signal périodique, mais dont la période tend vers l'infini, c'est-à-dire possédant ainsi une fréquence qui est nulle. Dans ce cas, on peut passer d'un signal du domaine temporel vers le domaine fréquentiel par l'outil qui s'appelle la transformée de Fourier. Il est donné par la relation suivante. Donc vous avez votre signal, en lui appliquant la transformée de Fourier, on trouve le spectre. Ce passage, il est donné par l'intégrale suivante. Donc c'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini du signal S de t avec ce terme-là exponentielle moins 2i pi f de t. Donc si j'intègre ce signal-là, le résultat sera une fonction de fréquence. Donc, dans le cas des signaux qui sont périodiques, nous avons montré que la transformée de Fourier donne une série de raies. D'accord? Alors que dans le cas des signaux qui sont non périodiques, c'est notre cas, la transformée de Fourier va donner dorénavant que des signaux qui sont continus. Donc, on va essayer d'appliquer ce calcul-là dans le cas d'un signal rectangulaire. Donc, je donne un signal rectangulaire qui n'est défini qu'entre moins t sur 2 et t sur 2. Au-delà de ce signal-là, il est nul.
D'accord? Donc, c'est un signal à support borné. Donc, appliquant la transformée de Fourier à ce signal rectangulaire, donc, par l'application de l'intégrale, on applique l'intégrale sur le signal rectangulaire. Comme le signal rectangulaire n'est défini qu'entre moins t sur 2, t sur 2, mais Fourier, il se calcule entre moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc on est obligé de décomposer cette intégrale de moins l'infini à moins t sur 2, de moins t sur 2 à t sur 2, et de t sur 2 jusqu'à l'infini. Et donc je vais remplacer le rect du signal, ou bien le signal, par son expression. Donc entre l'infini moins t sur 2, le signal il est nul. Il est égal à 1 entre moins t sur 2. Il est égal à 0 entre t sur 2 et l'infini. Et par conséquent, on se retrouve avec un seul terme. Et en calculant cette intégrale, l'intégrale de l'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle. En poussant un petit peu le calcul, on va trouver que finalement, on se retrouve avec une forme sinus. D'accord? Une forme sinus divisée par le πf. En multipliant avec le t et en divisant avec le t, on va se retrouver avec une nouvelle expression qui est sinus pi tf sur pi tf. Et c'est là, cette relation, ça s'appelle le sinus cardinal. Bon, pour tracer le sinus cardinal, il y a un point particulier. C'est-à-dire, lorsque f tend vers 0, nous avons une certaine indétermination. C'est que le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, et la solution, elle a été donnée par monsieur L'Hopital, ou bien par la règle de L'Hopital. À chaque fois que nous avons un numérateur nul, un dénominateur, il est nul, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la dérivée du numérateur et du dénominateur et on tend la variable vers 0. C'est ce que nous avons fait et on a trouvé que lorsque f tend vers 0, le sinus cardinal tend vers le 1. Et par conséquent, c'est facile maintenant de tracer notre spectre de fréquence. Donc, le S de f qui représente un sinus cardinal, c'est le spectre du signal rectangulaire. Donc maintenant, on va dire qu'à chaque fois que j'ai une impuissance rectangulaire, ou bien une fenêtre, ou bien une porte, le résultat, c'est toujours un sinus cardinal. Donc le sinus cardinal, il est caractérisé par un lobe principal qui contient le maximum, on va dire, d'amplitude, et des lobes secondaires avec moins de lobes, avec moins de niveaux au niveau du spectre. Donc dans ce cas-là, le spectre de fréquence, il est complexe. Et là, on a la possibilité de tracer le module ou bien la phase. Donc, dans le cas où on veut tracer le module, on appelle aussi la densité spectrale d'amplitude. Et dans le cas où je veux tracer la phase, on va l'appeler spectre de phase. Donc, on peut les calculer facilement à partir toujours de la forme complexe de S de f qui contient une partie réelle et une partie imaginaire. D'accord? Donc, on a la possibilité de tracer les deux, mais c'est la densité spectrale d'amplitude qui a plus d'intérêt. Maintenant, si jamais on connaît le signal dans le domaine fréquentiel et on veut aller vers le signal temporel, on n'a qu'à appliquer la transformée de Fourier inverse. Ce passage-là, il est donné d'après Fourier par cette intégrale. Bon, il y a une certaine ressemblance entre cette intégrale et l'intégrale précédente, sauf que S de f, il a remplacé S de t. La variable f a remplacé la variable t, et là, j'ai un signe plus au lieu d'un signe moins. Donc, les conditions d'existence de la transformée de Fourier. Donc, si on veut calculer la transformée de Fourier de n'importe quel signal, il y a des conditions qui sont intéressantes que le signal doit respecter. D'accord? Donc, la première condition, c'est que le signal soit borné en amplitude. Borné en amplitude, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais aller au-delà d'une certaine amplitude. Il faut qu'il soit convergent. Il faut que les discontinuités du signal doivent être en nombre fini. Et les maximums et les minimums du signal doivent être également en nombre fini. Donc là, ce sont des conditions purement mathématiques. Bon, on a quand même la possibilité d'utiliser en physique. On n'a pas vraiment beaucoup de contraintes comme dans les maths. Donc, propriété de la transformée de Fourier. Donc, Fourier satisfait quelques propriétés. Donc, parité, c'est-à-dire soit S de t un signal et S de f sa transformée de Fourier.
Donc, on se demande si le signal il est pair dans le domaine temporel, est-ce qu'il reste pair dans le domaine fréquentiel? Également, si le signal il est impair dans le domaine temporel, est-ce qu'il reste impair dans le domaine fréquentiel? Donc, c'est une propriété qui est vérifiée, qui est conservée, mais il faut juste la démontrer. Donc, on va démontrer ça, c'est-à-dire comment la propriété de parité elle est conservée. On va se contenter juste de faire le cas du signal pair et la même chose pour le signal impair. Donc, on veut démontrer que cette propriété est vérifiée dans le domaine fréquentiel. Donc, on va commencer notre étude ou bien notre démonstration du fait que la parité elle est vérifiée dans le domaine temporel et on doit démontrer qu'il sera vérifié dans le domaine fréquentiel. Donc, je commence par S de f. L'intégrale de moins l'infini, c'est la forme de Fourier. Je remplace S de t par S de moins t. Je fais un changement de variable t égale à moins t. Donc, je me retrouve avec des bornes inversées, avec un nouveau jacobien. En faisant on peut changer le jacobien avec les bornes. Et par la suite, on va faire un changement de variable. On va poser f' égale à moins de f, ce qui va nous donner la transformée de Fourier du signal S de t, mais à une fréquence f'. Et en faisant un changement de variable, f' égale à f, c'est-à-dire je refais le changement de variable, on trouve que S de f, finalement, c'est S de moins f. Et par conséquent, notre propriété de parité, elle est vérifiée. La linéarité, je considère deux signaux dont leurs transformées de Fourier sont S1 de f, S2 de f. Dans ces conditions, on va voir est-ce que ce passage du domaine temporel vers le domaine fréquentiel va conserver cette propriété de linéarité. Pour cela, on va calculer la transformée de Fourier de ce signal somme alpha 1, S1, alpha 2, S2 en appliquant la relation de Fourier. Et comme l'addition c'est une opération linéaire, donc on peut séparer les intégrales. Et comme alpha 1, alpha 2, ce sont des réels, on peut les faire sortir des intégrales, ce qui va nous donner que c'est alpha 1 transformé de Fourier de S1 plus alpha 2 transformé de Fourier de S de t qui est égal à alpha 1 S1f plus alpha 2 S2f. Autrement dit, la transformée de Fourier est une opération linéaire. Passons maintenant à la translation. Donc, soit S de t un signal et S de f sa transformée de Fourier. Donc, on veut démontrer ça. C'est-à-dire que on veut démontrer, ou bien on veut savoir comment se traduit la translation dans le domaine temporel en domaine fréquentiel. Bon, d'après ce résultat, toute translation dans le domaine temporel se traduit avec une multiplication avec cette exponentielle. Donc l'exponentielle, c'est une forme trigonométrique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la modulation. Donc toute translation dans le domaine temporel, c'est une modulation dans le domaine fréquentiel. Pour cela, on va faire la démonstration. Donc, je commence par calculer Fourier de S de t moins a. J'applique la relation. En faisant un changement de variable t moins a égale à u, on va se retrouver avec une nouvelle expression égale à, je vais séparer les exponentielles. Et comme cette exponentielle de moins 2i pi f de a, elle est indépendante de cette intégrale, donc je vais le faire sortir de cette intégrale, et je refais le changement de variable u égale à t, on se retrouve avec cette nouvelle forme. Donc tout ce qui est intégral, c'est s de f, c'est-à-dire on a trouvé le résultat de départ. Donc, on constate que la translation temporelle correspond à une multiplication avec le terme exponentiel moins j de pi fa dans l'espace réciproque. Donc, c'est ce que j'ai dit que c'est une modulation. Autre remarque, c'est que les transformés de Fourier de S de t et de S de t moins a, ils ont le même module, sauf qu'ils ont un déphasage de moins 2i p af, ou bien 2 pi a f1. Il y a un retard de phase. Modulation. Donc, étant donné que nous avons un signal S de t, on veut savoir comment se traduit la modulation cette fois-ci. Bon, on peut démontrer que cette modulation va se traduire par un décalage ou bien par une translation dans le domaine fréquentiel. Donc, on va faire la démonstration. Donc, on va calculer la transformée de Fourier de nouveau signal, on va dire modulé, en appliquant la relation de calcul et en regroupant le A avec le F. Et en faisant un changement de variable, on va trouver que c'est une intégrale de S de t, l'exponentielle moins i de pi f' de t.
c'est-à-dire c'est le spectre du signal S de t, mais à la fréquence f'. Revenons en arrière vers notre variable, on remplace f' par f-1, et le résultat, c'est que on trouve que, le résultat qu'on a voulu démontrer est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Une modulation, ou bien toute modulation dans le domaine temporel, se traduit par une translation dans le domaine fréquentiel. Passons maintenant à une autre propriété qui est la dérivation. Donc, si je prends le signal S de t, on doit démontrer que toute dérivée d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre n va se traduire, hein, si je reste dans le cas général, va se traduire dans le domaine fréquentiel par une multiplication avec ce terme I de pi f à la puissance n. D'accord? Donc, on va essayer de retrouver ça. Donc, on va calculer dans un premier temps la dérivée ou bien la transformée de Fourier du signal S de t dérivé une seule fois. On va appliquer la relation directe, c'est-à-dire la transformée de Fourier de dérivée de S de t, c'est l'intégrale du même signal qui est dérivé de S de t fois le terme exponentiel d de t. Là, on va appliquer une intégration par partie. Donc on pose u de t, c'est l'exponentiel. U' au dérivé de u par rapport à t, c'est moins 2 pi f fois le même exponentiel, il y a un signe moins qui manque, désolé. Et puis, deuxième terme, c'est v' égale à s'. Et v, ça sera s de t plus cette constante. Et la constante, on peut la calculer à l'instant t égale à 0. Et on va la prendre juste pour simplifier, qu'elle est égale à 0. Et par la suite, on va appliquer la méthode d'intégration par partie. Hein, c'est le 1, le produit entre u avec v moins v' avec u'. On se retrouve avec cette expression produit entre u de t, s de t entre moins l'infini plus l'infini, moins l'intégrale de 2i pi f fois l'exponentielle fois s de t. On va voir que ce terme-là, il est constant, il ne dépend pas du temps, donc on peut le faire sortir. Également, on va voir que ce terme-là, il est nul. D'accord? Donc, le premier terme, comme j'ai dit, il est nul parce que le signal s de t est un signal, c'est une fonction de carré sommable. C'est-à-dire que lorsqu'on a une fonction de carré sommable, lorsque la variable tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini, que ce soit moins l'infini, le signal tend vers 0. Et on va se retrouver avec cette nouvelle expression, c'est que la transformée de Fourier d'un signal dérivé une seule fois, c'est le spectre du signal multiplié avec le terme de I pi f. Et là, on peut généraliser par l'application de la méthode de récurrence. D'accord? Donc, on peut généraliser facilement. Donc, on fait la dérivée une deuxième fois, on va multiplier avec ce terme une autre fois, jusqu'à trouver le résultat final qui est la transformée de Fourier d'un signal dérivé n fois, c'est le spectre du signal, c'est le S de f, fois ce terme à la puissance n. D'accord? Donc, finalement, la dérivation d'un signal dans le domaine temporel revient à multiplier son spectre par la quantité complexe de I pi fois f. Maintenant, passons à l'intégration. Donc, c'est la même méthode. Il y a toujours l'intégration par partie qu'on va utiliser. Donc, soit S de f, la transformée de Fourier d'un signal S de t. J'ajoute une condition supplémentaire. Et là, on va montrer que la transformée de Fourier d'un certain signal exprimé comme une forme intégrale, cette fois-ci, c'est une division par le même terme de I pi f. Donc, pour cela, on va calculer la transformée de Fourier de ce signal en appliquant la relation de Fourier. C'est l'intégrale moins l'infini plus l'infini de ce signal fois toujours le terme l'exponentielle moins j de pi f de t. En appliquant la méthode par intégration par partie, u égale à cette intégrale,
U', c'est S de t, hein, on annule les constantes. V', c'est l'exponentielle. V, c'est moins 1 sur le 2IPF. Et cette constante, on la prend égale à 0. Et on va faire le 1 produit direct entre U et V moins V' fois D de I. Et sous réserve que j'ai cette condition qui est vérifiée, on va trouver que la transformée de Fourier d'un signal intégral, elle est égale au spectre de S de F divisé par le terme de I pi fois F. Changement d'échelle. Bon, changement d'échelle, on va considérer un signal S de t dont la transformée de Fourier est S de F. C'est-à-dire, je prends le signal S de A de t, je lui applique la transformée de Fourier, et on aura comme résultat 1 sur A, S de F sur A, quel que soit le A. Bon, ici, on va supposer que le A il est positif. Parce que dans le cas général, on n'a pas cette relation, mais on a 1 sur la valeur absolue de A. C'est-à-dire, si c'est positif, on va trouver 1 sur A. Si A est négatif, on va trouver moins 1 sur A. Donc, pour ce faire, on va essayer de calculer la transforme de Fourier du signal SA de t en l'appliquant le calcul direct, voilà. Et en faisant ce changement de variable que vous voyez, on va remplacer A de t par U, on va remplacer D de t par D de U sur A, et on va remplacer t par U sur A. Et on va trouver ce résultat suivant. Maintenant, on va déplacer ce A avec le F, comme c'est donné ici, et on va faire à nouveau le changement de variable F' égale à F sur A. On va trouver 1 sur A, l'intégrale moins l'infini plus l'infini, S de t l'exponentielle moins J de pi F' de t, égale à 1 sur A, c'est le spectre à la fréquence F'. Revenons en arrière vers notre variable de départ. On peut remplacer F' par sa valeur, donc ça va nous donner 1 sur A, S de F. Donc, en d'autres termes, tout étalement ou contraction, hein, on va dire que ça c'est un étalement, le fait de multiplier avec une constante. Donc, tout étalement ou toute contraction de l'échelle du temps entraîne respectivement une contraction ou bien étalement au niveau de l'échelle des fréquences. Donc, c'est une multiplication avec le A, c'est une multiplication avec 1 sur A. C'est un étalement dans le domaine temporel, c'est un étalement dans le domaine fréquentiel. Passons maintenant à l'inversion du temps, c'est-à-dire le signal inversé dans le temps, il sera traduit par un spectre qui est toujours inversé dans le domaine fréquentiel. Donc on ne va pas faire ça, c'est très facile. Votre point de départ sera l'intégrale de S de moins t fois l'exponentielle de moins J de pi f de t. Vous faites le changement de variable et vous allez trouver S de moins f. Arrivons maintenant vers le théorème de Parseval. Donc, je considère deux signaux S1, S2 de t dont leur transformée de Fourier donne S1 de f et S2 de f. Donc, le produit scalaire entre les deux signaux temporels, on l'écrit comme ça. C'est l'intégrale du produit entre le S1 de t et le S de t. Et c'est là on va appliquer le théorème de Parseval qui va nous dire que cette intégrale, elle est la même dans le domaine fréquentiel. Et cette nouvelle représentation, ce n'est autre que le produit scalaire dans le domaine fréquentiel. C'est-à-dire, comme résultat final, un produit scalaire de deux signaux dans le domaine temporel, il est conservé lors du passage dans le domaine fréquentiel. Et finalement, là je représente quelques signaux. Par exemple, si je prends le cas d'un signal A cosinus de pi f0 de t, comme on va démontrer dans l'exercice, c'est que tout cosinus se traduit par la sommation des impulsions de Dirac. Tout sinus se traduit par une division. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous avons un signal qui est périodique, qu'on peut le décomposer en un sinus, en des sommations de sinus et des sommations de cosinus, automatiquement le passage vers le domaine fréquentiel sera remplacé par des impulsions. Mais comme les amplitudes A, elles changent, c'est pour cela qu'on va trouver des tailles qui sont différentes. Ici, je prends le cas d'un signal causal, et si on fait un calcul, c'est facile de faire le calcul, on peut trouver ça. Ça, on peut le trouver en appliquant le calcul direct d'un signal
qui est non périodique. Donc, le premier signaux, on l'a appliqué la transformée de Fourier. Ici, on a appliqué la transformée de Fourier. Et également, lorsqu'on travaille avec un signal triangulaire, que nous avons vu dans le chapitre précédent, on peut facilement calculer la transformée de Fourier et trouver ce résultat.